Salut à toutes, salut à tous, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast Devenir triathlète X Open Tri. Et aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Léa Riccoboni. Il y a une semaine, c'est elle qui a remporté les championnats du monde Ironman à Nice. C'est un vrai exploit et ça n'arrive pas tous les ans. On est heureux que ce soit une Française qui soit montée sur la plus haute marche du podium. Elle revient avec nous sur sa préparation spécifique pour Nice, sur son parcours en triathlon qui l'a amené jusqu'à cette qualification et ses prochains défis puisque Léa va passer pro l'année prochaine. C'est un échange fascinant pour comprendre ce que ça prend de réaliser moins de 10 heures sur Ironman à Nice et de remporter un championnat du monde Ironman. Côté résultat, on a été gâtés ce week-end sur le championnat du monde Xterra puisque c'est une double victoire française d'Arthur Serrière et de Solène Bilouin qui ont remporté chacun leur 3e titre consécutif en Xterra. Bravo à eux deux, surtout que derrière on n'a pas été en reste avec sur la course homme la 2e place de Félix Forissier, la 4e de Maxime Chanet et c'est au total 5 Français qui se sont placés dans le top 10. Satisfaction aussi du côté de la WTCS de Weihai avec la 2e place de Léo Bergère et la 5e de Vincent Louis, ce qui leur permet à tous les deux de remonter au classement général. Et sur le circuit longue distance, on a eu droit à une belle bataille sur le T100 d'Ibiza entre Samuel Edlo et Martin Van Riel, et c'est le Belge qui a remporté ce duel en terminant juste devant le Français. Et enfin, j'ai 2 nouvelles ressources à vous partager. Le premier, c'est un guide sur le blog d'OpenTri qui vient de sortir et qui s'appelle « Comment s'entraîner efficacement à basse intensité ». Et dans ce guide, on vous livre les clés pour bien comprendre l'entraînement en endurance. La deuxième ressource que je vous invite à aller consulter, c'est un live d'un peu plus d'1 heure sur les 3 façons de progresser en natation. C'est dispo sur la chaîne YouTube d'OpenTri et bien sûr en description de cet épisode de podcast. On a passé 1 heure avec Maxime, notre expert triathlon et natation, pour vous expliquer comment mettre en place une bonne progression en natation à travers 3 axes. Voilà, c'est terminé pour l'intro de la semaine. Je vous laisse avec l'épisode avec Hermano et Léa. Bonne écoute. Salut les sportifs, c'est Hermano et je suis très heureux de vous recevoir pour un nouvel épisode du podcast Devenir triathlète X Open Tri. Aujourd'hui, je tends le micro à une nouvelle championne du monde de triathlon Ironman. Vous allez pouvoir découvrir ce nouveau portrait d'athlète. Je suis très heureux de tendre le micro à Léa Riccoboni. Salut Léa. Salut Hermano. T'as vu, j'ai essayé de mettre l'accent, alors plutôt à l'italienne, mais bon, ça va, ça se ressemble, non ? Oui, non, c'est très bien passé. Normalement, en Amérique latine où je vis, c'est vrai qu'ils le prononcent encore mieux que nous les Français, à l'italienne, à la Riccoboni. Ouais, tu vas pouvoir nous expliquer justement tout ça. Tu nous dis que tu vis en Amérique latine. On va détailler tout ça, mais juste avant, ce que je te propose, c'est de te présenter. Dis-nous tout. Qui est Léa Riccoboni ? Avec plaisir. Bon, déjà, merci de me recevoir. Salut à tous. Donc, moi, c'est Léa. J'ai 30 ans. Je suis originaire de Bourdoisan, au pied de l'Alpe d'Huez. Donc, j'ai grandi dans le milieu du ski. J'ai fait du haut niveau jusqu'à mes 16 ans en ski alpin. Ensuite, j'ai décidé de mettre un peu plus l'accent sur les études. J'ai compris que j'allais pas être championne du monde en ski. Donc à ce moment-là, j'ai préféré les études. Donc j'ai un parcours classe prépa, école de commerce. Et rapidement par mes études, je suis atterrie en Amérique latine, au Panama précisément pour un stage de césure. J'ai rencontré mon conjoint actuel là-bas. Et j'y suis retournée ensuite après mes diplômés et c'est donc au Panama que j'ai commencé le triathlon. Je détestais le vélo, même si j'habitais au pied de l'Alpe d'Huez, j'ai toujours détesté le vélo. Et il a fallu que je rencontre un Péruvien au Panama pour commencer à me lancer. Et donc ça fait 5 ans que alors, juste pour recadrer, parce que tu nous dis tu as 30 ans, tu as fait des études prépa, école de commerce, donc prépa tu finis à 20 ans, école de commerce tu rajoutes 3 ans, donc 23, allez, on va dire 23, 24, 25 ans maximum, c'est là que tu pars au Panama et tu commences le tri il y a 5 ans quoi. Ouais, j'ai commencé le triathlon il y a 5 ans, donc ça fait 5 ans que je suis triathlète amatrice. Donc au Panama, j'ai trouvé du boulot en marketing et vente qui sont mes domaines de prédilection.
Donc j'ai continué à travailler dans cette branche jusqu'à l'année dernière. Donc j'ai travaillé pour des entreprises comme JC Deco, Glovo, Adidas plus récemment. Et puis l'année dernière... C'est des boîtes qu'on connaît pas, c'est bizarre. Non, c'est vrai que l'idée c'était de faire carrière en vente et marketing. Et puis j'avais pas du tout prévu de tomber aussi amoureuse du sport et me voilà quelques années plus tard, j'ai démissionné, j'ai tout laissé de côté et puis l'idée c'est de passer pro là en 2025. Ah, mais l'histoire est belle. Donc, 4 ans à bosser et puis là, tu as décidé de tout arrêter. On pourra switcher, si tu veux, sur un autre enregistrement un autre jour, sur l'autre podcast que j'ai produit qui s'appelle Dans les vestiaires, où justement, j'essaie de comprendre comment est-ce qu'on construit et qu'on finance une carrière de sportif de haut niveau. Toi qui étais ancienne sportive de haut niveau en ski, qui t'es consacrée à tes études et puis qui passe maintenant sur le triathlon, finalement, là, c'est à 30 ans, c'est un redémarrage pour toi, si tu veux justement commencer une carrière de sportif pro en triathlon en particulier. Ah, effectivement, c'est un démarrage, mais si je peux être très très honnête, j'ai aussi l'impression que tout mon background professionnel et académique aussi, d'avoir étudié autant la vente, le marketing, la communication, c'est des skills qui à l'heure actuelle m'aident beaucoup à ce démarrage de carrière. Pour tout ce qui est négociation, PR, finalement, je pense que quand on est sportif professionnel, il faut savoir gérer sa personal brand. Et c'est vrai que mon background académique, je pense, m'aide pas mal sur ce point-là. Quelle mouche t'a piqué déjà quand tu découvres le triathlon, alors que t'aimes pas le vélo, malgré le fait que tu sois né au pied de l'Alpe d'Huez? Non, alors c'est sûr que maintenant que je connais ma VO2 max, j'aurais vraiment dû faire du ski de fond et pas du ski alpin. Je serais allée beaucoup plus loin. Non, alors bon, après, dès que j'ai arrêté le ski de haut niveau, donc j'avais 16 ans, j'ai commencé à beaucoup courir parce que je m'étais retrouvée en fait avec un corps qui me plaisait plus. Je pense que j'ai eu des préparateurs physiques pendant mon adolescence qui ont peut-être pas été top. Donc j'étais au comité du Dauphiné à l'époque, j'ai étudié à Villard-de-Lans, donc j'ai fait le bac en 4 ans là-haut, au Pôle Espoir. Et c'est vrai qu'à 15 ans, on faisait des choses très 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 lourdes en muscu, vraiment littéralement. J'étais à 90 kilos demi-squat, 230 à la presse. Donc j'ai commencé à prendre un corps assez large, musclé. J'ai perdu en agilité et c'est ce qui a fait que j'ai un peu galéré ensuite à finir mes manches en slalom. Moi, avec mon gabarit, ma spécialité, c'était le slalom spécial. Et puis du coup, quand j'ai arrêté le ski pour me retrouver un peu dans mon corps, j'ai commencé à beaucoup courir. En plus, j'étais à l'internat, je partageais ma chambre, donc c'était chouette aussi d'être un peu toute seule à cette époque-là, d'aller courir toute seule. Et du coup, voilà, c'est vrai que courir, c'est quelque chose que qui commençait déjà à me plaire. Même en école de commerce, j'avais continué. Premier semi-marathon, j'ai toujours été très compétitive, donc dès que j'avais des petits résultats, c'était chouette. Et puis au Panama, donc pendant mon année de césure où j'étais chez Adidas Amérique latine au Panama, j'ai continué à courir. Et puis alors là-bas, les prize monies étaient déjà en cash. Donc à l'époque étudiante, c'était cool, ça me payait mon loyer un petit peu. Et donc j'ai rencontré Louis, mon conjoint actuel, qui lui avait déjà fait du triathlon. Et puis lui, il adorait déjà le vélo. Et donc il voulait un peu que je l'accompagne aussi à pédaler. Et à cette époque-là, c'est vrai que moi, ça a été vraiment que par amour pour lui, parce que je détestais ça. Donc pendant mon spring break, il m'a dit « Ouais, faut que tu viennes à Panama, il y a un événement qui s'appelle l'Ocean to Ocean ». C'est une course à Panama. Bon, Panama, c'est un isthme tout petit, donc vraiment, on peut traverser de l'océan Atlantique au Pacifique en 3-4 heures. Donc c'était 120 km avec genre 1200 de dénivelé. Il m'a trouvé le vélo, il m'a trouvé aussi les chaussures à clip de vélo. Et puis moi, je lui ai dit, mais attends, mais j'ai jamais utilisé ça. Je me suis entraînée en spinning à la salle de sport pour ça. C'est mort. Et du coup, je l'ai suivi, je l'ai fait avec lui, avec des chaussures des chaussures de running sur des pédales à clip. Et je l'ai plutôt bien suivi, ça s'est plutôt bien passé. Et là, il s'est dit, mince, là, il y a du potentiel. Il m'a demandé si je savais nager. Et je lui dis qu'on a la chance quand même en France et en Europe de manière générale que la natation fait partie de l'éducation publique. C'est quelque chose que malheureusement... Tiens, d'ailleurs, j'en profite, je me permets, je te coupe là. Moi, c'est un truc qui me rend fou, c'est quand on commence à regarder les stats et de se rendre compte qu'en France, il y a 60%
des habitants qui ne savent pas nager parce qu'on leur a jamais appris. Donc tu vois, je m'inscris un peu en faux dans ce que tu dis. C'est vrai qu'on a la chance en Europe d'avoir l'accès à les piscines, que ça fasse partie du cursus scolaire, etc. J'ai été confronté à ça avec mon petit bonhomme de 3 ans l'année dernière, première année en maternelle. Et ben l'école, elle a pas accès à la piscine. Pourtant, ça fait partie du cursus. Mais donc les gamins, ils apprennent pas à nager. Et voilà, je voulais juste faire cette petite incursion, ce petit pas de côté pour rappeler que pour nous, triathlètes, pour l'audience, pour ceux qui nous écoutent, c'est logique. Oui, on a appris à nager, on sait nager, ouais, mais en fait, ça fait pas forcément partie de l'éducation de tout le monde. Et s'il vous plaît, militez pour que tous les gamins et puis tous les adultes aussi apprennent à nager. C'est super important, surtout dans les régions. Plus on descend dans le sud, plus il y a de piscines et plus il y a de risques. Donc s'il vous plaît, poussez pas les gens dans l'eau, mais allez dans l'eau avec eux et apprenez-les à nager. Je me joins vraiment à ton message. Pour moi, ça devrait être quelque chose d'obligatoire au niveau mondial. Donc, on peut militer au niveau mondial parce que c'est, pour l'être humain, finalement, c'est de la survie, la natation. Et vu ce qui se passe dans le monde, c'est de plus en plus important. Donc, je lamente que ce soit pas le cas pour tous les Français de savoir nager. Mais alors, imaginez les pourcentages en Amérique latine où la natation, c'est si élitiste. On va fermer la parenthèse, mais oui. Nager, c'est vraiment le meilleur sport. Donc voilà, je savais nager. Bon, en plus, je vais faire une mini parenthèse sur une autre partie de ma vie parce que c'est trop long à raconter. Mais mes parents ont une affaire au Brésil. Donc en vrai, mon premier contact avec l'Amérique latine, c'est de 2004 au Brésil. J'y suis allée tous les étés pendant toute mon adolescence et j'ai fait beaucoup de kitesurf. Donc c'est vrai que j'étais quand même quelqu'un d'assez aquatique. J'avais jamais fait des longueurs de piscine non plus, mais et le fait d'avoir fait autant de sports différents petites, une bonne proprioception. Donc j'ai rapidement progressé en natation. Je suis pas partie de si loin, on va dire. Et puis premier triathlon, un sprint avec VTT, je gagne. Allez, on va pour l'Olympique, je gagne. Bon, faudrait faire un 73. Qu'est-ce que c'est ? J'en avais aucune idée du monde d'Ironman, tout ça. Je suivais vraiment mon copain, je suivais vraiment Luis là-dedans. On a choisi comme premier le 73 de Carthagène en Colombie, qui est un très beau half, mais assez challenging quand même pour la chaleur de la course à pied. C'est dans les Caraïbes, donc ça monte à 30-35 degrés avec de l'humidité facilement. Et puis à ce moment-là, on n'avait pas encore d'entraîneur, on s'entraînait tout seul. Donc c'est vrai que il y a des potes qui nous ont dit bon les gars là quand même, il faut être conscient du challenge. Ce serait peut-être cool de s'entraîner quand même, de faire ça bien, quoi, parce que c'est pas facile de finir un 73 non plus. Et donc à 2 mois de la course, on a commencé à s'entraîner dans une équipe de triathlon. Donc, moi, j'ai complètement découvert ce monde. C'est vrai que je trouve que quand on commence le triathlon, de commencer en groupe, c'est génial, parce que c'est tellement complexe, c'est tellement de choses, de logistique, vraiment de voir des gens autour, s'inspirer, pouvoir discuter de choses super basiques, avoir des tips faciles et se motiver parce que j'ai découvert l'entraînement du coup 2 fois par jour à ce moment-là. Donc j'ai adoré, ça m'a vraiment piqué. Bon, en plus Panama pour commencer le triathlon, c'est 30 degrés toute l'année. Il y a pire. Alors Panama en plus, ce qui est génial, c'est qu'ils ont un loop de 15 km au plein cœur de la ville, où tous les matins de 4h du matin à 8h du matin, il y a une piste, une bande d'autoroute qui est réservée vraiment que pour les cyclistes. Donc c'est génial pour commencer, c'est tout plat mais c'est magnifique. Sur l'eau, si vous avez l'occasion d'aller faire le 73 de Panama, je le recommande fortement. En plus, c'est la natation la plus rapide, je crois, d'Ironman, presque au niveau mondial, si je me trompe pas, parce qu'elle se fait dans le canal de Panama avec le courant à faveur. Donc là, et avec tous les hydrocarbures, mais ça c'est autre chose. Ouais, non, là, laisse-moi vendre le côté seulement sympa, s'il te plaît. Je les aime beaucoup au Panama. Mais bref, course très sympa. Et le Panama, génial pour apprendre. Donc bon, ça c'était donc le 73 de Carthagène. On parle de décembre 2019. Et donc 3 mois plus tard, le Covid, la pandémie, qui nous a touchés aussi au Panama. Donc moi j'étais partie sur ma lancée, je m'étais qualifiée à Taupo, du coup à Carthagène. Mon premier 73, du coup je l'ai fait en 5h02, ce qui m'a fait 3e de ma catégorie. Et il y a eu un petit roll down et j'ai eu le slot. Je savais même pas qu'il y avait des systèmes de mondial à l'époque. Louis, il était plus content que moi. Moi, je comprenais pas trop. Je le voyais qu'il était heureux, qu'il sautait de joie. Ah bon, super, c'est cool, ok. On va à un mondial. Super, premier 73, tu vas au championnat du monde, effectivement. Oui, c'est
Ça me fait toujours halluciner, mais j'adore ça. C'est cette innocence de celles et ceux qui les premières années, les premiers triathlons se lancent dans l'aventure et puis qui finalement se découvrent certaines capacités et en particulier dans la performance et qui sont parachutés finalement dans le presque haut niveau, même au niveau amateur, au sens noble du terme, qui se retrouvent parachutés parmi les meilleurs, quoi. Alors que toi, c'est ton premier 73, donc premier 73 et bim, t'enchaînes sur les championnats du monde. Pas mal. Mais c'est vrai que je trouve le mot parachuté plutôt sympa, plutôt adéquat pour la situation. Moi, je me rendais pas du tout compte, mais effectivement, il s'avère que j'ai des capacités d'endurance plutôt très bonnes que je ne soupçonnais pas à ce niveau-là, quoi. Donc arrive le Covid. Nous, au Panama, on a eu ça a été assez lourd, hein. Il y avait ce qu'ils appellent la ley seca, donc interdiction de consommer de l'alcool. On a été enfermés pendant 7 mois. Les hommes et les femmes ne pouvaient pas sortir le même jour. Tu pouvais aller faire les courses selon le numéro par lequel terminait ton passeport. C'était très spécial. Heureusement, on a eu la présence d'esprit de vite acheter un home trainer. Moi, je ne savais même pas que ça existait. À nouveau, c'est vraiment Louis là qui heureusement, il a été plutôt rapide parce qu'après, les stocks se sont épuisés. Parce qu'au Panama, vu qu'il fait beau toute l'année, personne n'entraînait indoor. Personne ne s'entraînait indoor. Donc ça a été super chouette. Moi, je suis devenue une grosse fanat de Swift, mais vraiment mal. Les compétitions en ligne, tout ça, au point qu'on a commencé à se battre avec Louis, mon copain, pour le home trainer. Donc on a dû en acheter un deuxième. Parce que moi, je lui disais, non mais attends, j'ai priorité parce que moi, je fais des podiums, toi non. Donc là ça a été genre... non mais Louis, il faut être gentleman aussi, mince. Ça a été le point d'inflexion. Et du coup, je me suis découverte... Ça m'a vraiment aidée à progresser en cyclisme. J'étais déjà bonne coureuse. Bon, la natation, c'était pas ouf, mais bon, ça allait. Mais c'est vrai que le Covid, c'est ce qui m'a permis de vraiment développer mon cyclisme, parce que j'ai découvert les watts. Je m'entraînais pas du tout avec les watts encore à ce moment-là. Donc voilà, des nouveaux data. Et tout ça, tu l'as dit, c'était après ton premier 73, juste avant que le Covid hit, que le Covid attaque. Tu avais déjà commencé du coup à t'entraîner dans un club. Est-ce que tu avais un entraîneur, l'entraîneur du club qui vous suivait? Est-ce que vous aviez des plans ou est-ce que vous étiez reparti après ce premier Half Ironman en mode système D, quoi? Non, pas du tout. Non, on a suivi quand même on était piqués. On était piqués là déjà. On aimait ce rythme. Moi, on va peut-être le développer plus tard, mais je suis vraiment à fond data. Donc, en Amérique, c'est très Training Peaks, hein. Je salue quand même les amis de Nolio. J'ai étudié avec eux à Villars. Mais c'est vrai qu'en Amérique latine, ouais. François et ouais. Donc je sais que c'est super ce qu'ils font, mais c'est vrai que nous en Amérique latine, c'est très Training Peaks. Donc moi, la découverte de Training Peaks, que les petits workouts passent vert, mais c'était incroyable. J'étais complètement fan. J'ai trouvé ça génial. Donc non, on était déjà quand même structurés. On était bien structurés. Moi, là, c'était plus question que je m'entraîne toute seule, quoi. Et tu disais que cette période de Covid dure au Panama t'a permis justement de progresser en vélo, d'apprendre comment t'entraîner sur le vélo, quelles données, quelles data, quelles métriques se suivre, j'imagine les analyser, etc. Je pense que ton background académique t'a aussi un petit peu aidé à comprendre les chiffres et à analyser tout ça. En faisant un jump sur le post-Covid, justement, quel a été l'effet pour toi de remonter sur un vélo, sur la terre ferme, vraiment dans la rue, parmi les gens? Parce qu'il y en a beaucoup qui, pendant le Covid, même en Europe, où on a eu un Covid, on a eu des restrictions un petit peu plus light qu'au Panama, on n'est pas resté enfermé 7 mois, les hommes et les femmes pouvaient sortir au même moment, etc. Mais il y en a beaucoup qui ont finalement déchanté, parce que le vélo dans la vraie vie, c'est pas le vélo dans son salon, tout à plat, avec personne qui te frôle, etc., quoi. Donc de ton côté, ça s'est passé comment, ce retour à la vraie vie, à la vie normale avec le vélo? Eh ben, plutôt tout le contraire, parce que figure-toi que du coup le Panama c'est très plat, on s'entraînait que sur du plat, et moi avec les découvertes des watts et surtout les watts kilos, je me suis découvert un profil plutôt escaladeuse, quoi. J'ai une morphologie qui s'y prête. Donc je suis sortie à nouveau dans la rue et je me suis sentie volée, quoi. Je me suis sentie volée. J'ai tellement progressé pendant la pandémie avec les watts, donc il me fallait... Après évidemment j'ai investi dans
un potentiomètre. Alors, petit disclaimer, si je parle bizarre, c'est que vu que j'ai tout appris mon vocabulaire en espagnol, il est quand même pas très développé en français, mon vocabulaire de triathlon, donc vous m'excuserez. T'inquiète, s'il y a des choses qui sont incompréhensibles, je ferai des traductions. Mais ouais, du coup, le retour à la piste, à la route après le Covid, moi j'ai comme une dingue. Franchement, j'ai senti que j'avais énormément progressé. J'ai eu une petite étape de cyclisme. J'ai couru avec une équipe de cyclisme. On a fait la Vuelta à Panama avec des profils de course assez escalade. Donc j'ai remporté cette Vuelta. J'ai eu mon petit maillot à pois, mon maillot jaune. Donc j'ai découvert ça aussi. Super expérience. Quelque chose que je trouve très important dans le triathlon, je pense qu'on devrait être tous spécialistes des 3 sports. On doit être nageur, cycliste et coureur. Et je pense que c'est très important d'avoir des skills de cycliste, de savoir rouler en peloton, d'être agile, de savoir passer vite des vitesses, prendre des virages, descendre, monter. Bon, exactement les skills qu'il y avait besoin un peu pour ce parcours à Nice, d'ailleurs. Mais c'est vrai que pour revenir à ta question, je me suis éclatée à revenir sur le bitume après la pandémie. Excellent. Et du coup, après, comment est-ce que tu enclenches sur les compétitions suivantes ? Donc là, on est fin 2020 finalement. Tu fais déjà des compétitions fin 2020 ? T'attends début 2021 ? Comment ça se passe ? Alors là, du coup, j'avais passé ma classification de Taupo à Saint-Georges 2021. Et puis vu qu'entre-temps j'avais vu que j'avais quand même une bonne progression, que j'avais une évolution rapide, j'ai commencé assez vite à avoir des ambitions pour Saint-Georges. Je commençais à me demander mais à quoi je peux prétendre sur un mondial, est-ce que je peux aller chercher un top 20, un top 15, un top 10. J'ai commencé à être bien motivée. Et puis mon entraîneur de l'époque, un peu moins. Je sentais qu'il me suivait pas forcément sur mes ambitions. Quand je lui ai demandé j'aimerais bien faire telle place à Saint-Georges, tu crois qu'on peut le faire? Non, là en natation il y a trop de trucs à faire. Et puis alors le vélo, la course à pied, enfin assez démotivant. Donc je me suis dit mince, c'est plus adapté à moi. En plus les entraînements groupaux en groupe c'était plutôt bien, mais je sentais qu'il y avait quand même beaucoup de copier-coller de planning et que j'étais déjà à un moment où je voulais plus de personnalisation. Donc début 2021, switch, je change d'entraîneur. Je passe avec mon entraîneur actuel, Miguel Ángel Ponte, un Vénézuélien qui vit à Panama. Donc son équipe c'est Multisport Coach. Et puis pour préparer mon road to St. George, j'essaye d'avoir des expériences un peu différentes. Je fais par exemple au mois d'avril, j'ai fait le port de montagne, le Alto de Letras, en Colombie, qui est un des plus longs ports de montagne au monde. C'est 90 km avec 4000 de dénivelé, tout continu. Donc un beau vélo de 5h30 tout en montée, sympa. J'ai aussi mis au calendrier le triathlon de l'Alpe d'Huez, que j'ai fait à la maison. Voilà, en juillet 2021. Très très grande expérience le triathlon de l'Alpe, revenir à la maison. C'est vrai que moi j'étais partie de chez moi en coureuse. Mes parents n'avaient pas encore visualisé à l'époque mais l'importance qu'avait pu prendre le triathlon dans ma vie. Même ma mère, quand je lui ai dit la première fois maman je commence à faire un peu de compète en triathlon, elle m'a dit mais attends, mais il te manque au moins 15 cm de jambes, non, pour faire ce genre de sport. Pas du tout la foi en moi quoi. Et l'occasion de revenir en France, de rassembler un peu la famille et puis de leur montrer le triathlon de l'Alpe en plus à la maison. Moi, sachant que je veux préciser que la montée de l'Alpe, je l'ai fait pour la première fois de ma vie en vélo à mes 25 ans. Je l'ai fait toute ma vie en voiture, mais pour la première fois en vélo à mes 25 ans, parce que Luis Latino, fan du Tour de France, évidemment, il m'a dit mais attends, faut qu'on la fasse quand même à un moment cette montée. Moi, je vais pas chez toi si on la fait pas. Bon, d'accord. Et puis, triathlon de l'Alpe, incroyable expérience. J'imagine que tu connais un peu les distances, tout ça. C'est vrai que c'est un sacré morceau quand même. Et incroyable. Bon, j'ai gagné la générale amateur donc en 2021, 10e avec les pros. Actuellement, ça reste quand même, je pense, la course où j'ai le plus souffert. Avec Hawaï quand même, avec Hawaï l'année dernière.
très très dur ce triathlon, mais bon, magnifique et beaucoup d'émotions à faire ça à la maison. Il faut que je le refasse, je pense le refaire l'année prochaine d'ailleurs. Et puis du coup toutes ces belles épreuves m'ont vachement préparé pour Saint-Georges, parce qu'après les 3200 mètres de dénivelé de l'Alpe, les 1500 de Saint-Georges, c'était tranquille. Facile. Puis Saint-Georges, c'est pas le même climat que l'Alpe d'Huez non plus, donc ça doit être plus agréable, non? Alors Saint-Georges, pour arriver à Saint-Georges, ça a été quand même une année spéciale, Saint-Georges, nous en 2021, parce que on a eu la tornade. Je sais pas si tu te rappelles. C'est vrai. L'année d'après, en 2022, c'était le froid polaire. Nous, c'était la tornade en 2021, Saint-Georges. Et donc déjà pour Saint-Georges, là, j'avais continué à progresser. Ma progression elle a été super bonne aussi avec mon nouvel entraîneur, qui était très data, très personnalisé. Vraiment, c'est mon entraîneur actuel. Hein, on s'entend super bien et on fait plein de choses vraiment sympas ensemble. Et du coup, Saint-Georges, officiellement, je voulais faire un top 10 et je rêvais d'un podium. Je savais que c'était les 5 premières qui montaient sur le podium, donc je rêvais quand même d'un top 5 à Saint-Georges. Natation, qui était déjà plutôt correcte à l'époque, hein, j'avais nagé en 33. Et puis alors le vélo, je suis partie donc en pleine tornade, les vélos volés en T2. Louis, au lieu de m'encourager, il m'a dit Léa, seguridad ante todo, sécurité avant tout. Ça faisait flipper, c'était quand même assez flippant l'ambiance de Saint-Georges à ce moment-là. Et puis moi, alors, il s'est passé quelque chose que jusqu'à maintenant j'ai pas réussi à reproduire. Ça m'a transcendée et j'ai atteint l'état de flow. J'ai atteint l'état de flow par un peu l'adversité autour, donc j'ai très peu de souvenirs du vélo. Parce que j'étais justement dans cet état de... Je volais, quoi. Donc j'ai très peu de souvenirs. J'étais juste très, très concentrée. Abstraction des éléments. Fallait juste que j'avance. Et puis, j'ai posé le vélo en transition. J'étais en T2, j'étais 6e. Et puis, je suis remontée à la 3e place pendant la course à pied. Donc j'ai atteint mon objectif, j'ai fait ce podium à Saint-Georges en 2021, top 3. Alors, je suis consciente que c'était une année avec peut-être un peu moins de niveau parce que, de par la pandémie, je sais que beaucoup d'Européennes n'ont pas pu aller à Saint-Georges cette année-là. Mais bon, de celles qui étaient, moi, ça s'est bien passé. C'est le jeu, hein. C'est le jeu, hein, de toute façon. Donc voilà, ça c'était incroyable Saint-Georges. Après, qu'est-ce que j'ai fait ? Après, j'ai fait Panama 2022, où là, c'était à la maison, il n'y avait pas de professionnel, donc l'objectif, c'était de gagner la générale. J'ai gagné la générale. Et ensuite, on a déménagé au Chili. Pour le boulot. Donc, Louis et moi, on s'est rencontrés chez Adidas, justement. Adidas, ça a vraiment beaucoup à voir dans nos vies. Et donc, pour Adidas, on a déménagé au Chili. Donc là, au Panama, moi, j'avais déjà un certain statut. Vu que le Panama, c'était tout petit, j'avais déjà des sponsors. Je commençais à bien me débrouiller niveau notoriété. Et au Chili, j'ai dû repartir de zéro. Personne ne me connaissait. Donc, il fallait à nouveau faire des beaux résultats pour « Hello, je suis là !» Et puis, j'ai rapidement eu... Alors, quand j'ai commencé le tri, moi, j'avais pas du tout l'ambition de faire du full Ironman. Je trouvais que c'était vraiment pour les grands malades. Et puis, je me suis mis dans la tête, non, je veux faire un full Ironman encore dans la catégorie 25-29. Je veux faire un mondial Ironman dans la catégorie 25-29. Et je veux refaire un podium mondial dans la catégorie 25-29. Non, vraiment, de façon très honnête, j'ai fait ce schéma dans ma tête et c'était les objectifs, quoi. T'enclenches sur quoi ? C'est quoi ton premier... est-ce que le plan se réalise ? Et puis, quel sera ton premier full ? Alors, du coup, le plan se réalise. Après, pour rapidement me faire connaître au Chili, je parle un peu de tout ce côté notoriété parce que je pense que vraiment, je prépare peut-être plus ou moins inconsciemment ce saut au statut professionnel depuis quelques années, hein, depuis que j'ai compris que les réseaux sociaux, ça aide quand même pour financer une carrière. Donc, c'est vrai que, en plus, je trouve qu'en Amérique latine, il y a un usage un peu des réseaux sociaux un peu différent de l'Europe. Donc moi très rapidement j'ai surfé sur la vague, quoi. Enfin, j'ai vraiment commencé à partager beaucoup de contenu. Je pensais être quelqu'un de relativement pédagogue, hein. J'ai travaillé beaucoup comme monitrice de ski aussi. C'est vrai que j'aime transmettre.
Donc bon, à partager beaucoup sur les réseaux, je savais qu'il fallait que je me fasse connaître par ce biais aussi au Chili pour retrouver des sponsors, hein, parce que du coup tous mes sponsors de Panama, ciao. Donc j'ai participé à peine en arrivant au challenge de Puerto Varas, qui est une course du concurrent Ironman, hein, challenge. Magnifique, dans le sud, dans la Patagonie, avec vue sur des volcans, incroyable. Si vous voulez aller voir des sacrés paysages aussi, le Chili c'est vraiment top. Et donc tout de suite j'ai gagné la générale amateur sur cette course. Donc c'est vrai que j'ai pu marquer un grand coup dès le début et j'ai retrouvé des sponsors là-bas. Après, qu'est-ce que j'ai fait? Et après, voilà, je me suis mis dans l'objectif de faire mon premier full cette même année, en 2022, et j'ai vu qu'il y avait Mar del Plata, en Argentine. C'est à 4 heures au sud de Buenos Aires, donc c'est vrai que depuis le Chili, c'est assez rapide. Je savais que c'était au mois de décembre en Argentine, je pensais qu'il n'y avait pas grand monde qui allait venir quand même. Et donc, voilà, on est parti pour préparer mon premier full. Gros changement au niveau de l'entraînement, mais j'ai bien aimé. C'est vrai que quand on commence à préparer un full, voilà, faut faire beaucoup de zone 2, du volume. Au début, on a l'impression qu'on se traîne, et puis bon, on comprend que c'est important de faire du volume. J'ai dû mettre l'accent sur la nutrition, hein, parce que c'est un des gros facteurs qui change, je trouve, entre le half et le full, c'est de vraiment se connaître à fond au niveau nutrition. Et puis go l'Argentine. Alors c'était ouf, c'était pendant le mondial de football de cette année-là, ils avaient fait en décembre du coup. Et moi c'était un 4 décembre, le jour où jouait la France en quart de finale. Et j'avais fait la surprise d'inviter mon papa aussi. Il était venu du Brésil en Argentine. Il était du coup dans les rues avec son drapeau français. Et les gens le félicitaient de partout parce que la France avait gagné. On ne savait pas encore que après l'Argentine allait nous en finale. Bref. Voilà, c'est ça. Normalement, on ne parle pas trop de foot dans le podcast Devenir Tri, mais oui, là, t'as le droit. Oui, je sais, t'aimes pas du tout. Non, c'est pas le foot que j'aime pas, c'est l'état d'esprit de certains footballeurs et parfois les contre-valeurs qui sont transmises. Mais bon, c'est un autre sujet. Voilà, il faut que j'arrête de faire des parenthèses pendant que mes invités parlent. Et non, du coup, c'était incroyable. Cette première expérience de full Ironman, je savais qu'il n'y avait pas de professionnels à nouveau. À Panama, même si j'avais gagné la générale amatrice, j'avais pas pu attraper alors comment on dit en français, l'écharpe, le bandeau de la ligne d'arrivée, parce que j'étais partie à la bourre en plus, donc il y avait une nana qui avait passé l'arrivée avant moi alors que je lui avais mis 7 minutes. Et là, du coup, je rêvais de pouvoir attraper cette écharpe sur une finish line. Je savais qu'il y avait mon papa, c'était mon premier full et incroyable. Ça reste un des plus beaux souvenirs de ma vie, de passer la ligne d'arrivée, donc j'étais la première femme générale en attrapant l'écharpe, mon papa qui m'a passé le drapeau français à quelques mètres de l'arrivée. Bon, Mar del Plata, c'était magnifique. Et puis c'était seulement mon deuxième marathon. Et puis j'avais des petits soucis de lésions. Enfin, non, lésion, c'est un mot qui n'existe pas en français, Léa, tu le sais. Blessure. J'avais des petites blessures. Bon, mais on va arrêter là, Léa. Moi, j'en ai marre des profils comme toi. C'est tellement facile. T'as commencé le triathlon 3 ans avant et ça y est, tu gagnes. Tu fais ton premier Ironman et tu gagnes. Non, on arrête là, Léa. Allez. Je suis désolée. Mais... Non, vas-y, je te laisse continuer. Non, c'était incroyable. C'était incroyable. Puis je me suis rendu compte que c'était une distance qui me plaisait surtout. Parce que c'était ça, quoi. On s'entraîne longtemps, mais bon, on fait jamais les 3 distances à la suite. Moi, avant ce full Ironman, ce que je m'étais mis dans la tête, je veux avoir fait les 3 distances quand même séparément. Donc je m'étais fait un petit challenge, une course d'open water de 6000 mètres, pour avoir déjà fait la distance quand même. On t'a dit que sur Ironman c'est 3-8, hein, c'est pas 6. Hein. Ouais, mais c'était ou 3 ou 6, dont la course, donc ça a dû être 6. Et je m'étais fait, bon, évidemment, 180 km en vélo. Et marathon, j'avais couru un marathon au Panama en 2018, que j'avais préparé complètement toute seule avec un plan que j'avais téléchargé sur Internet. Et j'avais aucune notion de nutrition à cette époque-là, donc je l'avais fait avec un gel, c'était n'importe quoi. Bon, ça s'était pas trop mal passé, mais bon, bref.
Et du coup, ben ouais, j'ai kiffé la distance. J'étais la seule dans ma catégorie. Il y avait vraiment pas beaucoup de monde à cet Ironman. Hein. Je crois, on était moins de 100 nanas. Mais j'étais tout seul dans ma catégorie, donc vraiment, littéralement, j'aurais pu faire 6 heures de plus, j'aurais été qualifiée pareil. Mais là aussi, c'est le jeu en fait. Oui, c'est le jeu. Et donc là, ben évidemment, c'était l'objectif, hein, classification pour Hawaï pour Kona 2023. Donc, je l'ai prise tout de suite, évidemment. Et puis là, ma famille qui était déjà plus piquée comme moi du triathlon, hein, qui commençait déjà à vivre ma carrière sportive avec beaucoup d'enthousiasme, on s'est dit, allez go, on va tous à Hawaï en 2023. Donc mes parents ont pris leur billet, ma sœur et son copain, puis on a commencé à planifier un super beau voyage pour Hawaï. Et donc là, à ce moment-là, je travaillais chez Adidas au Chili, en trade marketing. Et puis en 2023, donc les 6 premiers mois de l'année, hein, j'ai commencé à sentir que ça allait être de plus en plus difficile de concilier les deux. Pareil, donc comme je l'ai dit, j'avais déjà mon objectif de faire podium à Hawaï. Et les heures sup, le stress du boulot, je sentais que cet objectif s'éloignait de plus en plus. Et du coup, 3 mois avant Hawaï, je me suis posée, je me suis dit, bon, qu'est-ce qui est le plus important pour moi dans ma vie, là, tout de suite, qu'est-ce que je valorise le plus du chemin parcouru, que ce soit de ces 4 dernières années en triathlon ou au niveau professionnel, à mes 29 ans, du coup, et voilà, j'ai décidé de démissionner. J'ai démissionné 3 mois avant d'aller à Hawaï pour vivre l'expérience vraiment pleinement. Bon, en plus, je savais que il y avait beaucoup de sous quand même impliqués, quoi. Toute la famille qui voyage, ça fait c'est cher à Hawaï. Hein. Bon, je sais qu'il y en a beaucoup qui l'ont déjà dit sur le podcast, mais c'est vraiment très coûteux. Donc, je voulais faire ça bien, passer des bons moments et pas être stressée avec ma pré-vente, mes pre-sales de Adidas, tout ça. Et du coup, voilà, j'ai décidé de lâcher le boulot, la carrière traditionnelle, et de préparer ça à fond. Et donc Hawaï, alors ce qui est compliqué quand on vit au Chili, c'est quand même la reverse, le fait que les saisons soient inversées. Moi, j'étais en plein hiver, toute la préparation pour Hawaï. Donc, l'horreur, pédaler à 5 degrés, du coup, j'ai dû me faire des petits protocoles d'acclimatation vraiment pas cool. Genre sur le home trainer, sans ventilateur, avec une veste imperméable, faire beaucoup de sauna. Mais ce que j'ai aussi fait, c'est que j'en ai profité avant de voler à Hawaï. Je me suis fait 2 semaines d'acclimatation au Panama, justement. Pour pouvoir arriver là-bas à Hawaï plus sereine quand même niveau température. Donc je pense que ça a été vraiment un facteur de réussite à ce niveau-là, parce que après le Panama, Hawaï, ça m'a presque paru tranquille, parce que le Panama, c'était un mois où il a fait il faisait 32 degrés avec 95% d'humidité. C'était l'enfer. Du coup après Hawaï, ça allait, quoi. Tu m'étonnes. Non, ouais, le Panama, c'est très rude c'est très très humide. C'est très très humide. Et alors moi, je transpire énormément. J'ai besoin de genre 1200 mg de sodium par heure, quoi, sur le vélo. Donc je prenais du bicarbonate de soude pur, quoi, parce que les pastilles, c'est même pas la peine d'y penser. Il m'en faut 10, c'est mort, quoi. Et du coup, Hawaï, le rêve, hein, c'est vrai que on dit qu'il y a une vibe incroyable sur cette île, les gens y vont, ils veulent y retourner, et moi je trouvais, mais pourquoi, qu'est-ce que ça a de si particulier? Et non, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez incroyable, la vibe qui se vit sur cette île. C'est magnifique, on sent cette ferveur du triathlon. Et puis bon, c'était aussi la première année d'un championnat du monde seulement féminin, donc moi j'ai trouvé ça super aussi d'avoir tous les yeux tournés sur les femmes. Et puis bon, c'est vrai que du coup l'île n'était pas aussi blindée que ce qu'elle était auparavant. Et puis plutôt une bonne natation, un vélo plutôt très correct. Pour Hawaï, du coup, j'ai dû vraiment faire gros efforts au niveau de l'aérodynamique.
Ça a été... bon, je pense que on dit toujours qu'il y a la 4e discipline du triathlon, c'est la nutrition, après c'est le sommeil, après c'est les transitions. Bon, il y en a tellement. Mais l'aérodynamique, pour moi, c'en est une à part entière aussi. Et c'est un travail, quoi, l'aérodynamique aussi. C'est un process qui se fait aussi pendant des années, de trouver sa position, de développer sa flexibilité, d'apprendre aussi, apprendre sur la mécanique, sur les composants, tout ça, c'est compliqué aussi, quoi. Et du coup, gros effort d'aérodynamique pour arriver dans une position plutôt efficace à Hawaï, où c'est quand même très important. On a eu de la chance l'année dernière à Hawaï, ça n'a pas été une année avec tellement de vent, donc je pense que ça a été un vélo quand même assez rapide. Et puis donc j'étais sortie de l'eau genre 10e de ma catégorie comme ça, un truc comme ça. Je suis remontée à la 5e place pendant le vélo, et puis la course à pied je suis remontée jusqu'à la 3e, tout pareil. Alors le marathon par contre, on en a vraiment marre de la Queen K Highway, enfin genre on peut plus la blairer, quoi. Pendant le marathon, c'est déjà la 3e, 4e fois qu'on y passe, on la trouve moche, il manque des arbres, il manque des gens, c'est trop rolling, c'est trop chiant. Il est rude ce marathon mentalement, il est rude, il est vraiment rude. Par rapport à Nice, moi c'est vrai que Nice, j'avais tellement hâte parce que je savais qu'il y allait y avoir du monde, c'était répétitif, mais il y allait y avoir du monde, quoi. Le marathon de Hawaï, c'est hyper solitaire. Ouais, j'ai beaucoup souffert. En plus, alors j'ai fait une erreur de début, enfin, je sais pas si débutant, mais une erreur un peu con quand même sur le vélo. Je m'étais préparé 2 bouteilles chargées avec 90 grammes de carbs que j'ai mis derrière. J'avais 2 porte-bouteilles derrière. Et puis c'est tellement chaud que toutes les 3-4 premières heures, je prenais que de l'eau de l'organisation fraîche. J'avais de la poudre, des tubes de poudre pour les remplir et me rajouter des carbs. Et du coup, à la fin, quand il me restait plus que ça, j'étais prête à boire mes 2 bouteilles de derrière, là. Mais évidemment, au bout de 6 heures à Hawaï, elles avaient cuit, quoi. C'était dégueulasse. Elles étaient toutes pourries, quoi. Et je me dis, mais t'es con quand même. T'aurais vraiment dû les boire dès le début, quoi. Et j'y avais pas du tout pensé. Du coup, allez, bim, 180 grammes de carbs, plus le sodium qui allait avec, mort. Donc je me suis crampée assez rapidement sur le début du marathon. Heureusement, quelque chose que je fais depuis déjà quelques courses, c'est que je prends des flasques avec moi sur la course à pied. 2 flasques de 250 millilitres, les Décathlon, elles sont très bien. Et dedans, je mets vraiment un concentré de sodium. Du coup, je me suis fait un bon shot vers le début du marathon et ça m'a aidé à faire passer les crampes et à me réhydrater rapidement. Mais c'est vrai que il m'a manqué quand même un peu d'énergie pour le faire bien. Mais bon, j'ai fini donc 3e de ma catégorie et 6e générale à Hawaï en 9h36. Et super contente, quoi. J'ai vraiment été symétrique. J'aurais fait 3e à un mondial à 73, 3e en full. Donc voilà, j'étais contente. C'était le rêve devant la famille aussi, pareil, super émouvant. Incroyable. Et puis l'histoire aurait pu s'arrêter là, mais c'était pas le cas. J'imagine que tu t'étais fixé un top 3, c'est bien, mais championne du monde, c'est encore mieux. Comment se passe cette année post-Hawaï, post cette 3e belle place à Hawaï? Est-ce que tu es sur ton nuage? Est-ce que tu te refixes tout de suite des objectifs? Comment tu reprends l'entraînement? Enfin, qu'est-ce qui se passe juste après ce podium à Hawaï? Déjà, je m'étais mis en tête pour vite me classifier, pour me classer, comment dire? Qualifier. Me qualifier. Pour vite me qualifier pour Nice. J'étais prête à faire l'Ironman de Cozumel qui était juste un mois après Hawaï pour pas perdre le niveau de fitness. Et puis 2 semaines après la course, on a la nouvelle qui tombe. Ironman nous a offert la qualification aux 5 premières de chaque catégorie en fait. Donc trop bien. J'avais pas à refaire de full Ironman avant Nice. C'était vraiment une bonne nouvelle parce que c'est quand même long de préparer un full. C'est coûteux aussi. Donc c'est organiser un gros voyage, une logistique. Tous les suppléments alimentaires aussi, préparer la nutrition, ça coûte très très cher aussi quand même tout ça. Donc j'étais plutôt contente de pas avoir à préparer un full.
Mais tout de suite, Nice dans la ligne de mire, évidemment, un mondial à la maison, avec un profil de course qui objectivement me correspond plus que Hawaï, parce que plus escaladeur. C'est vrai que Hawaï, c'est très rolling, quoi. Il y a beaucoup de parties plates où les watts absolus sont quand même vachement importants. Et puis du coup, en parallèle, quand même faire un peu des 73. Ce que je voulais aussi commencer à préparer, c'est que pour le passage à pro, les conditions françaises, de la fédération française, je ne sais pas si vous les avez déjà expliquées sur ce podcast, mais j'en profite. Vas-y, justement. La France demande que quand on court du coup sur du longue distance en franchise Challenge ou Ironman, il faut, à une course où il y a eu des professionnels, où il y a eu la catégorie professionnelle qui est participée, finir la course en un temps qui ne soit pas supérieur à 8% de plus du temps de la première femme. Donc, je ne vais pas inventer un calcul là tout de suite, mais en gros, si la première femme, elle fait 4 heures, on ne doit pas faire plus de 4 heures. 8% serait quoi ? Ce serait 20, 4h20, quelque chose comme ça. Bon. Donc, il fallait que je fasse une course où il y ait des professionnels pour pouvoir avoir cette attestation de la Fédération française. Et puis, en Amérique latine, il y en a de moins en moins des courses où il y a des pros. Il y en a en 73, il n'y a que ce qui se passe du côté du Pacifique. C'est Chili, Pérou, Équateur. Et Ironman Full, où il y a des professionnels en Amérique latine, c'est Cozumel ou Florianópolis au Brésil. Donc, moi, j'ai fait San Juan en Argentine, une course incroyable sans professionnels. Et du coup, j'ai dû faire Lima pour qu'il y ait des professionnels et pour avoir cette condition remplie pour le passage à pro pour 2025 que me demande la Fédération française. En parallèle, j'ai démissionné de mon emploi dans une entreprise, mais on s'est lancé, on a commencé à entreprendre avec Luis. Là, on est en train de monter deux entreprises. Moi, j'ai commencé à travailler en freelance en marketing. Donc, dans le sport. On travaille dans le sport, en consulting d'une part. Et on importe une marque de nutrition sportive, justement, au Pérou. Une marque espagnole qui s'appelle Santa Madre. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler. Mais bref, on est en train d'organiser nos vies vraiment autour du triathlon, quoi. Et donc, j'ai commencé, donc j'ai fait 3,73 début 2024, un en Bolivie où on m'a invité. Donc c'est ça que j'aime aussi énormément dans ce sport, c'est de pouvoir rencontrer autant de personnes différentes, tout ça. Et j'ai atterri en Bolivie pour faire un 73. C'était génial. Et j'ai commencé mon cycle pour Nice, vraiment comme tel, le cycle du full. En fin mai, en fait. On a fait 4 mois de cycle vraiment spécifique pour Nice. Et donc, c'est vrai que là, l'objectif, c'était... de toute façon, il faut que je fasse mieux qu'à Hawaï. À Hawaï, j'avais fait 3e, donc il n'y avait que 2 options. Il fallait faire 2e ou gagner. Et autant viser le plus haut. Et au final, là, à Nice, cette fois-ci, tu portes justement la banderole de la première féminine puisque tu gagnes, t'es championne du monde Ironman 2024 à Nice en groupe d'âge pour l'instant, parce que là, tu nous l'as dit tout à l'heure, tu vas aller chercher ta licence pro pour 2025. J'espère que tu vas aller faire des choses exceptionnelles avec cette licence. Écoute, j'espère aussi, mais je suis très très émoustillée pour justement cette nouvelle aventure. Enfin, je sens que vraiment je clôture un cycle et je vais en commencer un nouveau. De ce que je m'imagine de courir comme pro, c'est qu'il y a quand même vraiment beaucoup de différences avec les dynamiques de course amateurs et j'ai hâte de découvrir ça, j'ai hâte de le vivre. Là, c'est vrai que je peux clôturer ce cycle. Enfin, je pouvais pas rêver mieux, quoi. Donc je suis très très contente, ça va être vraiment cool. Et puis on va voir ce que ça donne, hein. Je me suis pas fixée je sais pas pour combien de temps je vais faire ça mais bon, tant que je peux, tant que j'ai pas l'impression d'avoir atteint un plafond dans mon évolution, évidemment si j'arrive à financer tout ça à côté, hein, parce que ça va être le gros challenge. Il y a le challenge performance et puis il y a le challenge économique quand même. Qui est tout aussi important finalement. Donc voilà, on va voir.
Tu parlais de ces 4 mois de préparation spécifique pour les championnats du monde d'Ironman cette année pour les femmes qui se déroulaient à Nice, que tu as gagné. Ça ressemble à quoi, justement, cette préparation spécifique de 4 mois? Alors, il y a tout le background, il y a toute la saison précédente, il y a toute la préparation hivernale, etc. Mais pour toi, ça ressemble à quoi? Et puis, on le rappelle, t'es pas en France. T'es pas à Hawaï, t'es au Chili, donc tu dois aussi combiner avec ça dans ta préparation, dans tes entraînements, dans l'acclimatation qu'il va falloir que tu remettes pour revenir en France, parce que même si t'es française, ça fait quelques années que t'es en Amérique latine. Donc, comment est-ce que tu organises tout ça sur ces 4 derniers mois avant l'Ironman d'Hawaï, avant l'Ironman de Nice? Bon, déjà, c'est vrai qu'effectivement, ça fait quand même 4 ans que je fais du triathlon et que même si j'avais un peu des cycles, je faisais jamais de grosses pauses non plus entre les courses, toujours active, donc j'avais déjà plutôt une bonne base évidemment. Mais là, on est reparti un peu de zéro, dans le sens où on a fait quand même 2 mois de full zone 2, full aérobique, recréer une bonne grosse base aérobique dans les 3 sports. En parallèle, ça a été 2 mois pendant lesquels j'ai aussi fait un régime low carb pour pouvoir améliorer, développer la façon dont mon corps puise de l'énergie dans les graisses. Donc tout ça contrôlé par mon entraîneur d'une part et par une nutritionniste qui m'accompagne aussi, et périodisé. Je faisais pas du low carb non-stop pendant 2 mois, c'était juste 3-4 fois par semaine. L'idée c'était si la séance du lendemain c'était de la basse intensité, couper les carbs juste après la séance d'entraînement de la veille. Donc moi, mon entraîneur, il vit toujours au Panama, donc je suis à distance. Donc c'est vrai que le fait d'avoir mon entraîneur à distance, on n'a pas une communication peut-être typique. On communique énormément par Training Peaks. Moi, c'est vrai que je commente absolument chaque entraînement. Je suis très très rigoureuse sur la façon dont je note mon RPE, la Perceived Exertion. Et puis le fait de ne pas l'avoir à côté et de ne pas avoir des calls tous les jours ou même toutes les semaines, je suis obligée de mettre moi mon nez dans la data, quoi. J'aime beaucoup analyser mes entraînements, je fais le double clic, j'essaye d'analyser mon évolution, de comprendre, donc j'aime beaucoup cette partie-là. Je passe plus de temps sur Training Peaks que sur Facebook, clairement. Et du coup, en parallèle, j'ai aussi un groupe d'entraînement, un groupe de natation au Chili. J'ai la chance de m'entraîner en club de natation. Donc c'est vrai qu'au tout début, je m'entraînais seule en natation. Et puis je vais au Chili depuis 2 ans, j'ai la chance de m'entraîner en club. Et ça m'a fait énormément progresser. De m'entraîner en groupe. On a déménagé juste à côté de la piscine. Donc comme ça, on y va à pied. On a la chance d'avoir une très belle 50 mètres. Et du coup beaucoup d'accent sur la natation aussi. Bon, je l'ai pas détaillé, mais j'ai eu une période où j'ai eu une inflammation chronique des 2 tendons d'Achilles. J'ai pas pu courir, des 2 tendons d'Achille, pardon. J'ai pas pu courir pendant 6 mois. Et donc aussi pendant cette période, j'ai fait énormément de natation. J'ai compensé le fait de pas faire de run par la natation. Et la natation, pour en revenir à ce sport qui est si incroyable, s'améliorer en natation, c'est améliorer son vélo et sa course à pied. S'améliorer en vélo, c'est améliorer la course à pied. Et la course à pied, ça fait juste améliorer la course à pied. Mais les poumons qu'on développe en natation, c'est vraiment dingue. C'est vraiment dingue. Puis il faut le rappeler, l'objectif de la natation, surtout quand on n'est pas forcément un nageur, voire un bon nageur, c'est déjà de sortir de l'eau, pas trop éclaté, pour pouvoir monter sur le vélo après et ne pas avoir déjà entamé la partie vélo avec la fatigue qu'on aura accumulée en natation. Donc c'est sûr que si on regarde rapidement le temps d'entraînement passé dans chacune des disciplines versus le temps que l'on passe en course sur chaque discipline, la natation, c'est celle où on passe le moins de temps en compétition. C'est la brique sur laquelle on passe le moins de temps. En revanche, on gagne pas un triathlon grâce à la natation, mais on peut le perdre grâce à la natation parce que on arrive entamé, on a bu la tasse, on est essoufflé et on a cramé 90% de ses réserves énergétiques avant même de monter sur le vélo. Donc effectivement, comme tu dis, ça reste un élément qu'il faut pas prendre à la légère dans l'entraînement, et c'est peut-être pas anodin aussi si y a beaucoup de triathlètes élites
qui finalement passent beaucoup de temps dans les bassins. Enfin, ils passent souvent parce que un pro qui nage beaucoup, en 1 heure, il te fait déjà un bon 3-4 km en séance à l'entraînement. Et du coup, tu peux te permettre de faire 5 fois 1 heure dans la semaine. Mais par contre, tu mets du volume, quoi. C'est clair, c'est clair. Moi d'ailleurs, je pense qu'en temps, je nage plus que ce que je cours actuellement. Hein. Parce que justement, vu que j'ai un peu les chevilles encore un petit peu fragiles, j'essaye de pas trop charger la course à pied. Et là, tout ce cycle, j'ai passé plus de temps dans l'eau qu'à courir. Hein. Et alors justement, moi je pense que si j'ai pu gagner là à Nice, entre guillemets, il y a quand même une bonne... Ça m'a permis, mon bon temps de natation m'a permis de courir un marathon, pas tranquille, mais sans avoir à trop me faire mal non plus. Donc, faut pas... plus le niveau monte, plus la natation prend de l'importance. Et bon, moi, sachant que je voulais passer pro, j'ai pris ma décision en début d'année dernière que je voulais passer pro. Je savais que voilà, la natation, quand tu passes pro, c'est quand même super important. Et c'est pour ça que j'ai aussi commencé à y mettre vraiment, à y passer du temps, quoi. Je pense que moi, j'ai une relation, je pense, romantique avec l'eau. J'ai l'impression que plus on aime l'eau, plus on est conscient du bien qu'elle peut nous faire, plus elle nous le rend en fait. J'ai vraiment cette vision thérapeutique de la natation, du lundi matin pour relâcher le corps. J'ai pas eu le temps de m'étirer, c'est pas grave, demain je vais nager. Voilà. Si je peux donner un conseil à ceux qui nous écoutent, c'est aimez l'eau. Aimez l'eau, elle vous le rendra. Et être consistant, pas la laisser. Vraiment la nutrir comme une relation. Voilà, c'est mon petit tip aquatique. Apprenez à nager dès le plus jeune âge. Si vous savez pas nager, apprenez à nager maintenant. Vous arrêtez le podcast, vous allez à la piscine, vous allez apprendre à nager. Et puis, aimez l'eau, elle vous le rendra bien. Ouais, mais vraiment, vraiment. Donc voilà, la natation, je nage régulièrement depuis ces 2 ans que j'ai au Chili. Course à pied, là pour le cycle, j'ai mis beaucoup de volume. Je suis arrivée à 70, beaucoup de volume pour moi, à 70 km par semaine. Et 2 mois avant Nice, je me suis fait une petite frayeur parce que j'ai commencé à avoir des grosses douleurs. En fait, je me suis fait une surcharge musculaire. Donc j'ai dû arrêter de courir pendant 2 semaines. Je pense que ça a coïncidé justement avec un peu mon régime low carb et je faisais du déficit calorique aussi un petit peu parce que l'idée c'était d'arriver bien sèche à Nice. J'avais un objectif de poids à atteindre pour Nice parce que vu que c'est une course avec autant de dénivelé, voilà, on en revient au rapport poids-puissance. Ça joue un rôle important, hein, que ce soit le poids du vélo ou le poids de l'athlète. L'idée c'est de rendre ça le plus efficace possible, le plus efficient. Parce que du coup, après mes 2 mois de zone 2, c'était 2 mois de plus d'intensité. Donc là, je suis revenue à mettre des carbs. Et puis là, c'était parti pour mettre de l'intensité. Alors, on a la chance au Chili d'avoir quand même beaucoup de montagnes. Hein, et puis, elles sont bien plus hautes que les Alpes. La Cordillère des Andes, elle est juste à côté de Santiago. Donc, c'est un super luxe. J'ai pu vraiment m'entraîner beaucoup sur des montagnes à côté de la maison, quoi. En hiver, ça, par contre, c'est vrai que c'était vraiment chiant. Moi j'aime vraiment pas faire du vélo sous 15-10 degrés, c'est vraiment pas agréable, mais bon, il a fallu. De façon générale, moi en semaine je fais que du indoor, je sors vraiment que le week-end, beaucoup de indoor. Je suis persuadée que c'est le plus efficace pour s'améliorer, que mode ERG, je sais pas comment on dit en français, mais tu sais, quand finalement c'est le vélo qui te met la puissance, c'est pas toi qui essaie d'arriver au watt, c'est le mode ERG. Beaucoup de travail de cadence aussi pour générer un peu cette élasticité des jambes, de faire du plat, faire de la descente rapidement comme est le parcours de Nice. Et puis beaucoup d'intensité ces dernières semaines avant Nice. J'ai pu reprendre la course à pied, heureusement. Je suis très bien entourée aussi niveau équipe kiné au Chili. Et je les salue, ça s'appelle MedPro Clinica. Ils ont réussi à me remettre sur pied super rapidement et j'ai même pu partir faire un semi-marathon en Argentine il y a 1 mois, le 25 août, où j'ai fait une super perf qui m'a vraiment mis en confiance pour Nice. Je me suis rendu compte que la machine on était bien, il y avait du moteur. Et puis, alors, à ce moment-là, les dernières semaines avant Nice, il faisait encore très chaud à Nice. Il faisait genre du 35 degrés, 40. Et là, mon coach, il me demande, bon Léa, t'aurais de quoi faire un peu d'acclimatation.
Et j'avais une copine, une triathlète qui préparait Cozumel, qui faisait du home trainer dans le sauna. Et j'avais vraiment pas envie de faire ça. Donc bon, au final, j'ai pas du tout fait d'acclimatation. Pas eu le temps, pas eu l'occasion. Et puis j'ai eu de la chance. Je pense que bon, il y a quand même un facteur chance dans un peu tout. Il a fait plutôt frais à Nice. Il a fait plutôt frais ce dimanche. Pas chaud en tout cas. Donc c'est vrai que moi je pense que j'étais la température parfaite pour moi pour performer. J'ai entendu plein de nanas dire qu'elles ont eu froid même sur le vélo. Moi ça a pas du tout été mon cas et vu qu'il a fait un peu plus frais, je pense que j'ai moins transpiré que d'habitude, donc je me suis moins déshydratée et ouais, plutôt. Du coup, c'est vrai que le coup du climat, j'ai eu de la chance. Coup de bol qu'il ait fait froid ces jours-ci, quoi. Ouais, une semaine après la compétition, même pas, parce qu'on enregistre le vendredi alors que tu as gagné dimanche dernier. Comment tu te sens ? Ça fait quoi ? T'es encore sur ton petit nuage ? Tu t'es déjà remobilisé pour la suite ? T'en es où ? Non, franchement, je suis sur mon petit nuage encore et j'ai l'intention d'y rester encore 1 ou 2 semaines. Enfin, je pense que c'est super important de profiter de ces moments, qu'on ait fait une performance podium ou pas, mais faut jamais oublier que ça reste quand même faire un full Ironman. Ça reste une compétition super dure et moi je suis vraiment partisan de profiter de ces moments, de kiffer, de s'auto-congratuler, d'être gentil envers soi, de générer de l'empathie, et puis d'être heureux, quoi, et puis d'être agradecida, d'être reconnaissante, merci, envers notre corps aussi, nous permettre de faire ça, d'être en bonne santé, je trouve que c'est super important. J'ai mis quelques jours à réaliser, là je commence à réaliser quand même que j'ai réussi, que je l'ai fait. Et là, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je planifie toute mon année 2025. Et j'ai aussi envie de me faire un plan de carrière à 2-3 ans. Je pense que c'est important aussi de se fixer des objectifs un peu moyen terme. Où est-ce qu'on veut être dans les prochaines années sportivement. Et puis bon, j'ai aussi besoin d'en parler beaucoup avec mon coach, qui me dise un peu, justement en se basant sur des chiffres, voir où est-ce qu'on peut aller, qu'est-ce qui est mieux. Là je sais pas il faut que je fasse plus de 73, plus de full. J'ai besoin d'en discuter, j'ai besoin de visualiser un peu tout ce que je veux faire. Mais là, j'ai 2 semaines de tranquille. Alors il faut bouger le corps pour mieux se récupérer. Là je suis en Italie et demain je vais me faire le tour du Lago di Garda en vélo. Ça va être chouette. Faut se bouger, mais voilà, là j'ai pas de planning sur Training Peak pour 2 semaines, je pense. Donc c'était la question que j'allais te poser. Est-ce que tu coupes complètement ? Est-ce que tu coupes et puis tu gardes une petite activité mais sans prise de tête, c'est-à-dire quand tu as envie d'aller rouler, tu prends le vélo, quand tu as envie d'aller courir, tu vas courir, près du Lago di Garda, tu as envie d'aller nager, tu y vas. Enfin, là tu coupes mais tu gardes un contact quand même avec une activité physique. Voilà, c'est ça. Je me stresse pas, je sens un peu la charge, je baisse un peu la charge mentale parce que c'est vrai que pendant la prépa, voilà. Moi, je pense que j'ai un coach qui m'entraîne d'une façon très, très efficace. Je m'entraînais environ 20 heures par semaine, mais plus près des 20 heures que des 25. Et en comptant même le renforcement musculaire, le yoga aussi. Bon, très important le yoga, yoga, s'étirer, avoir un corps flexible pour... que la transmission de puissance soit la meilleure sur le vélo, c'est important, les gars, quand même d'être bien souple, quoi. Et tu sais quoi, la semaine prochaine, je sors un épisode sur le yoga, justement. Avec 2 instructrices de yoga, une qui encadre des sportifs, et en particulier des triathlètes, et en particulier Yannick, avec qui on a fait le compte-rendu de son Norseman il y a quelques semaines, et puis avec une autre instructrice running yoga, qui est plutôt spécialisée trail, ultra trail. Donc ce sera un épisode qu'il faudra que tu ailles écouter. Ah, parfait. Non, mais super. Je suis sûre qu'elles vont le recommander pour absolument tous les sports. Évidemment. évidemment. Donc du coup, là, 2025, tu switches vers une licence pro.
tout est à refaire. C'est-à-dire qu'il faut que tu refasses des halfs et des fulls pour pouvoir te requalifier pour des championnats du monde, ou cette place de championne du monde en groupe d'âge te permet de te pré-qualifier ou de te qualifier pour les prochains championnats du monde? Non, faut que je reparte tout à zéro. Il me semble que comme à toutes les gagnantes de catégorie, ils nous proposent la place pour Hawaï l'année prochaine. Mais bon, moi je peux pas la prendre. Et l'année prochaine, ce que je pense quand même, ce à quoi j'ai déjà réfléchi niveau stratégie, je pense que je vais essayer de préparer d'arriver à Marbella, donc au Mondial 73 comme pro. Mais je vais pas du tout viser Hawaï 2025. On en reparlera dans 6 mois. Non, mais vraiment, Hawaï, si j'y retourne en pro, j'aimerais bien y être compétitive. Genre avoir un niveau pour faire un beau résultat à Hawaï, parce que c'est super loin, c'est super. La préparation, elle est super dure, que ce soit pour le climat, pour tout le travail aérodynamique aussi, tout ça. Et si je retourne à Hawaï, je veux le faire bien. Donc en vrai, je vois plus un Hawaï 2027. 2025, je pense pas. Je pense qu'il faut que je me fasse de l'expérience. Le côté mental va être différent aussi, comme pro. Là, c'est vrai qu'en age group, on est habitué à partir un peu tout mélanger finalement. On part peut-être pas forcément en même temps que la concurrente principale. Là, ce qui est arrivé, Annie, celle qui a fait deuxième, elle était catégorie 35-39, elle est partie 10 minutes avant moi, elle a passé la ligne d'arrivée avant, je l'ai jamais vue, je savais pas qui c'était. J'ai pas eu à faire une bataille au coude à coude avec elle, je l'avais pas en visu, j'avais pas et tout ça en passant pro, ça va être super différent, quoi. Ça va être super différent. Donc je pense que j'ai beaucoup d'expérience à gagner. Pour moi, le triathlon, c'est vraiment un sport d'expérience. Et je veux me laisser le temps de prendre cette expérience, de comprendre comment je fonctionne. Je vais sûrement découvrir d'autres choses sur moi-même, comment je fonctionne mentalement. Et puis bon, c'est possible que ça se passe pas bien pour moi aussi comme pro. Peut-être que je vais vraiment en chier l'année prochaine, que ça va pas bien se passer. C'est une possibilité aussi. Donc voilà, je veux commencer cette carrière de façon sûre de ce que je sais, mais aussi consciente de ce que j'ai à apprendre, des nouveaux facteurs qui vont rentrer en compte, et voilà, avec de l'enthousiasme, mais de curiosité de continuer à apprendre dans ce sport qui est infini. Moi, je pense que ce qui nous passionne dans le triathlon, c'est que on est en recherche perpétuelle de l'optimisation de notre corps, finalement, et c'est une quête infinie, quoi. Écoute, ce sont des jolis mots pour clôturer un bel épisode. Écoute, tu connais la tradition, le podcast s'appelle Devenir triathlète. Toi qui es néo-championne du monde alors que tu as commencé le triathlon il y a 5 ans, si tu te replonges en arrière, qu'est-ce que ce serait ton meilleur conseil justement pour devenir triathlète ? Je pense que ce que je pourrais dire à tous ceux qui s'initient dans le sport, c'est d'être conscient que c'est infini justement. Qu'il faut y aller petit à petit et qu'il faut célébrer vraiment chaque petite victoire, chaque petit pas. Que ce soit en natation, son premier entraînement, ses premiers 1500 mètres, en vélo pareil, la première fois qu'on fait 40 km, la première fois qu'on en fait 50, la première fois qu'on arrive à faire tous ces entraînements cette semaine-là, la première fois qu'on s'entraîne 2 fois par jour, la première fois qu'on fait un bon carbo load, qu'on apprend à se faire pipi dessus dans le wetsuit juste avant de sortir à l'eau. Tous les petits trucs, toutes les premières fois de triathlète, c'est tellement chouette. Et comme dans tout dans la vie, il n'y en a qu'une seule à chaque fois de première fois, donc faut vraiment commencer sans complexe, avec beaucoup de curiosité et être sûr de conviction qu'on va beaucoup apprendre sur nous-mêmes et que c'est beaucoup de satisfaction qu'on peut récolter sur le chemin. Bon, c'est un peu long comme conseil, mais peut-être c'est plutôt un conseil de philosophie par rapport au triathlon, de le prendre comme ça, quoi. Moi, c'est vrai que c'est comme ça que je le prends, et du coup, je ne cesse de m'émoustiller avec ce sport, et ouais, c'est un très très beau sport, et lancez-vous. Et puis, alors, important, vous pouvez vous lancer avec du matériel de base aussi, pas de complexe sur le matériel avec lequel on commence le triathlon.
On a tous commencé avec un vélo tout pourri. Ça peut être un VTT, ça peut être des chaussures de basket, enfin des chaussures de running. La course à pied, pareil. Hein, les chaussures en carbone, moi je les utilise vraiment que le jour de la course, sinon c'est pas la peine, quoi. Bref, pas de complexe sur le matériel ou l'investissement économique pour commencer dans ce sport. Vous aurez bien le temps de voir après qu'est-ce qu'on peut améliorer avec des détails de matériaux. Ça y est, ma question m'est revenue, notamment parce que tu parles de matériel et d'investissement dans le matériel. Qu'est-ce qui se passe une fois qu'on passe la ligne en vainqueur au championnat du monde de triathlon en distance Ironman? Est-ce que les sponsors te tombent dessus, l'argent pleut, ou au contraire, c'est juste une étape supplémentaire dans ton projet de devenir triathlète professionnel et ça te fait gagner en crédibilité auprès des partenaires potentiels? Alors j'ai quand même une marque de vélo qui m'a écrit là il y a quelques jours. Donc l'intention c'est bien les écouter. Mais non, c'est pas non plus ça pleut pas non plus, quoi. Mais l'idée, c'est, je pense que voilà, justement, comme dans tout dans la vie, il faut pas attendre que les choses arrivent. Il faut essayer d'aller les chercher. Donc moi, là, mon intention, c'est de me marketer à fond avec ce résultat, d'aller moi-même démarcher les marques, les sponsors qui m'intéressent et de faire avancer les choses, mais pas attendre après eux. Faut que ce soit. Et comment on fait, tiens, justement, pour aller démarcher? Alors, t'es un petit peu déjà dans le domaine, avec quelques années chez Adidas, mais comment on fait pour aller démarcher des marques potentielles, des entreprises, qu'elles soient dans le sport ou pas, pour leur dire, bah voilà, j'ai fait tel ou tel résultat, mon objectif c'est ça, je cherche tant d'argent pour pouvoir construire ma saison. Comment est-ce que vous pouvez m'accompagner? Comment on fait ça? Eh ben, je pense qu'il faut être conscient que tout est une question de business quand même. Donc, dans cette approche-là, il faut se marketer soi-même, être son propre produit. Donc, moi, je considère que voilà, le produit Léa Riccoboni, qu'est-ce que j'ai à offrir ? Alors, d'un côté, j'ai la médiatisation par la performance, et de l'autre côté, j'ai finalement mes réseaux sociaux, qui sont un canal de diffusion. Donc voilà, je sais que je me lance dans l'aventure pro en ayant ces deux choses, le côté perf et le côté communication par ma communauté. Ce qui d'ailleurs me permet de me lancer dans l'aventure avec un peu plus de sérénité, parce que si ça se passe pas bien pour moi niveau performance, ben j'ai quand même cette communauté qui est derrière moi et qui sera attentif à mes retours d'expérience. Et c'est l'avantage qu'on a quand même dans le triathlon quand on vend une communauté, c'est que c'est une communauté niche, certes, mais justement très engage, avec un pouvoir d'achat quand même plutôt élevé, hein, on va pas se mentir quand même, ou même si les triathlètes n'ont pas peur de dépenser en général quand même. Donc l'idée c'est de s'approcher de ces marques en soyant conscient de qu'est-ce que j'ai à offrir, et de se vendre finalement, donc avec un beau CV sportif, un beau, quand je dis beau, pas forcément niveau résultat, mais voilà, un beau PPT, un beau InDesign, une petite vidéo, quelque chose, essayer d'être présent sur plusieurs réseaux. Moi là, l'idée en passant pro, c'est d'activer LinkedIn aussi, vu que ça va être une activité professionnelle, de aussi faire un peu bouger un peu sur LinkedIn de ce côté-là. D'ailleurs, tu m'as toujours pas accepté sur LinkedIn, mais bon, ça c'est en aparté. Mais justement, comme je te disais, je vais commencer maintenant à m'y mettre sérieusement. Non, voilà. Bon, après, c'est je pense qu'il faut pas avoir osé d'aller taper des portes, et puis de croire en soi et de montrer cette confiance aussi, Ouais, je pense pas que j'ai la recette secrète, hein, mais bon, je vais essayer. Donc, j'espère que ça va bien se passer pour moi. Bon, écoute, si tu la trouves, ça nous intéresse aussi, nous, sur le podcast, parce que c'est vrai que on fait ça pro bono, mais s'il y a des marques qui sont intéressées, on serait heureux de pouvoir les accompagner et puis de les aider à annoncer via le podcast, parce que finalement, tu l'as dit, le triathlon, en l'occurrence, c'est un marché de niche où souvent les pratiquants ont pas trop peur de dépenser parce qu'ils dépensent déjà pas mal par ailleurs, et nous, on parle directement aux oreilles des triathlètes. Bref, c'était la petite page pub, donc si vous êtes une boîte dans le sport, n'hésitez pas à nous contacter, on se fera un plaisir. C'est un sport, une industrie d'avenir, hein, vraiment, hein, c'est exponentiel.
Il va y en avoir de plus en plus. Moi qui reviens en France après quelques années, de voir la taille du rayon de nutrition sportive de Decathlon versus quelques années auparavant, c'est un truc de dingue, quoi. La quantité de vélos qu'on voit de partout maintenant. Donc non, c'est un sport l'endurance de façon générale, ça a de l'avenir. Donc effectivement, entreprise, n'hésitez pas. Ça marche. Où est-ce qu'on te contacte, Léa, justement, si on veut, si on te suit pas encore, que ce soit sur Insta, sur LinkedIn, si on veut te proposer un partenariat? Plutôt Instagram et bientôt LinkedIn. Mais c'est vrai que plutôt Instagram. Donc sur Léa Riccoboni. Alors là, je suis un peu dans le dilemme actuel. Est-ce que je dois faire mon contenu en anglais ou en espagnol? Mais pour l'instant, c'est plutôt de l'espagnol. Donc voilà, si vous voulez pratiquer votre espagnol aussi, n'hésitez pas. Léa, merci beaucoup. J'en profite, je fais un petit coucou à ma petite sœur qui a 10 ans de moins que moi, donc un tout petit peu plus vieille que toi, et qui s'appelle Léa. Voilà, on embrasse toutes les Léa. On te souhaite bonne continuation, bonne année, bonne saison 2025. Et puis, on se croise l'année prochaine à Hawaï, n'est-ce pas? Non, vraiment, je pense pas. Merci. Allez, beaucoup, 2027. À plus tard, ciao ciao. C'était Devenir triathlète X Open Tri. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Nous, on a pris beaucoup de plaisir à l'enregistrer. Alors si ça vous a plu, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn et Facebook. On se rejoint maintenant sur devenirtriathlète.com. Vous allez retrouver l'ensemble des épisodes, mais aussi des outils, des ressources et des conseils gratuits pour débuter, progresser ou performer en triathlon. On ajoute toutes les semaines de nouvelles ressources. Si vous avez une idée d'invité, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message. Et si vous voulez être accompagné sur vos prochains objectifs sportifs, connectez-vous sur opentri.fr et on se fera un plaisir de vous aider. Alors, n'hésitez pas, on se retrouve tout de suite sur devenirtriathlète.com et opentri.fr. Salut les sportifs!